Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première. À la une de votre journal ce soir, les syndicats remobilisés après l'intervention télévisée du président Macron. Plusieurs centaines de manifestants se sont réunis devant le Haut-Commissariat ce matin. Dans le privé comme dans le public, les personnels sont inquiets. La santé n'est pas très présente dans les programmes des candidats au territorial. C'est l'un des sujets que nous aborderons avec notre premier invité politique, Nat Ituaneinei. Le maire de Rapa est aussi sur la liste du Tapura Huiratira. Notre deuxième invité interviendra par téléphone depuis Tupuai aux Australes. Bella Hawata est tête de section pour Yaura Tenun'a. Enfin, nous nous immergerons dans le lagon de Punaouia avec les élèves du collège Henri Hiro. 6 éco-délégués ont goûté aux joies de la plongée sous-marine. La mobilisation contre la réforme des retraites, stimulée par l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron. Plus de 400 manifestants se sont retrouvés pour un sit-in devant le Haut-Commissariat ce matin. Dans le secteur de l'éducation, ils étaient 41% à faire grève aujourd'hui, 20% dans le second degré. UNSA et STPFO ont tenu à montrer leur mécontentement, mais toujours dans une bonne ambiance. Natacha Silagi, Hubert Liao. Ça y est, la réforme est passée. Mais les mouvements d'opposition, eux, continuent. Le 49-3 a laissé un goût amer. Les fonctionnaires d'État chantent leur mécontentement. Je suis bientôt à la retraite. Donc, si vous voulez, cette retraite, elle va me concerner que partiellement. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je sais que les générations futures vont être impactées par cette loi. Normalement, on était parti pour 54, 57, mais pour nous, ça ne sera pas possible, 64 ans. La pénibilité du service et tout ce qui se passe, ça ne sera pas possible. C'est la manière dont se sont déroulés les événements, le non-respect de la démocratie, de ne pas avoir laissé les parlementaires voter, le discours du président qui vraiment nous choque et nous met encore plus en colère aujourd'hui, font que, oui, plus de grévistes sont là aujourd'hui. Les syndicalistes ont désormais leur rendez-vous hebdomadaire au Haut-Commissariat pour dire tout le mal qu'ils pensent de la réforme. On est dans un déni complet de démocratie à tous les niveaux de l'État, à ce point de vue-là. Ah non, mais les éléments de langage utilisés pour retourner la situation, on n'a rien proposé. La compensation de l'ITR fait toujours partie des discussions. L'ITR qui sera totalement supprimé en 2028. Les syndicats ne reculeront pas. Ici, nous continuons à manifester. Nous avons des établissements scolaires, nous avons des centres qui dysfonctionnent parce que vous êtes grévistes, parce que vous êtes là. Les grévistes comptent sur le Conseil constitutionnel et sur le référendum d'initiative partagée qui devra réunir 4 millions de signatures d'ici 9 mois pour faire invalider la loi. Le référendum d'initiative partagée, ça peut être une solution de sortie de crise. C'est une réforme que nous rejetons en totalité, d'autant plus qu'en Polynésie, on est encore plus lésé. En termes d'espérance de vie, on est en moyenne 5 ans en moins. Petite danse pour rester unis contre la réforme qui ne permet plus de prendre sa retraite avant 64 ans au soleil. Voilà, dans l'Hexagone, les manifestations ont rassemblé 3,5 millions de personnes dans les rues selon la CGT, près de 1,1 million selon le ministère de l'Intérieur. En cette 9e journée de mobilisation, les cortèges ont fait le plein dans de très nombreuses villes en réaction à l'interview du président Macron. Retour à Tahiti avec la Brigade verte qui fête aujourd'hui les 70 000 signatures de son défi pour la planète. David Chang et Patrick Tinting les ont suivis à l'école Taïmoana de Taunoa. L'association sillonne les quartiers et les écoles depuis 17 ans maintenant pour rappeler les enjeux de la protection de notre environnement. Ce vote-là ne servira pas à renouveler les membres de l'Assemblée. Il est bien plus important puisqu'il participe à sauver la planète. Allez, c'est symbolique. Tout le monde, ok. En général, les amoureux de la planète bleue ont la main verte. Ces jeunes écoliers ont peut-être déjà trouvé leur vocation ou pas. Ça va être la première fois pour toi? Oui. Tu vas mettre la main dans la terre? Ouais. Ouais, ça Ensuite, il faudra se laver les mains, sinon
on aura les maçons. C'est important? Oui. Pourquoi? Parce que si tu pollues la terre, tu serais sale. Protéger la planète par une dizaine de gestes simples. La Brigade verte appelle ces règles les 10 commandements dans l'espoir qu'elles soient respectées religieusement. C'est par exemple ne pas jeter ses déchets n'importe où ou encore trier ce qui est recyclable. On commence déjà au sein de l'école à ce qu'ils ne mettent pas leurs déchets n'importe où. Des poubelles ont été installées justement pour qu'ils puissent les recycler. Et les classes aussi font des potagers pour pouvoir justement apprendre à cultiver et à aimer la nature. Car si la Brigade verte se rend dans les écoles, ce n'est pas par hasard. Aujourd'hui, je pense que pour pouvoir sensibiliser plus la population, il faut commencer par la jeunesse. Et je pense que c'est notre avenir de demain. L'association apprend à la jeunesse polynésienne à planter depuis 2006. Plus de 1000 arbustes ont été mis en terre, des arbres fruitiers surtout. On revient vraiment à des valeurs de base, à savoir la terre nourricière. On essaie de faire en sorte que ces jeunes décrochent un peu des écrans tactiles et qui reviennent vraiment à la base, à savoir à Dame Nature. Voilà, c'est un peu notre philosophie avec toute cette jeunesse. Rendez-vous encore dans peut-être 6 ans, histoire de voir ces arbustes et surtout le message de la Brigade verte porter leurs fruits. Allez, place à la politique avec notre page consacrée au territorial. Quelle politique de santé pour la Polynésie française? Avec le Covid, le personnel hospitalier à flux tendu et un budget en crise, le secteur a beaucoup souffert ces dernières années. Lors de cette campagne, pourtant, la santé n'apparaît pas comme un sujet prioritaire. Or, les besoins en la matière sont bien réels. Chiquita Teiva et Jacques Damour. Ils manifestaient leur inquiétude dans les rues de Papeete. C'était en janvier dernier. Le personnel soignant du Taoné avait obtenu du pays une rallonge de 450 millions de francs pour leur permettre de combler des effectifs. Tout est en train de se mettre en place, mais pour combien de temps? Par rapport justement à la pérennité de notre budget, qui nous ont promis effectivement que chaque année, il y aurait donc ce budget mis en plus pour pouvoir justement embaucher du personnel. Je reste confiante en tout cas par rapport au prochain gouvernement qui va se mettre en place et en tout cas j'espère que c'est pour la population qu'ils vont mettre en place tout ça. Autre inquiétude du personnel de l'hôpital, les patients longue maladie, victimes des mesures de rigueur mises en place par la CPS. J'espère en tout cas que le gouvernement va mettre un point d'honneur sur justement tous les carnets rouges qui n'ont pas été renouvelés, qui devient un point mort pour l'hôpital. Pourquoi? Parce que les patients, ils arrivent justement dans des conditions délicates. Donc ça va nous faire des longues hospites. Des pathologies lourdes toujours en hausse. Le syndicat des infirmiers libéraux pointe du doigt des mesures insuffisantes au regard des dépenses de santé, soit près de 60 milliards, dont 70% liés à la longue maladie. Il faut miser sur la prévention. Le problème de la prévention, c'est qu'on ne récolte pas les fruits tout de suite. Et des fois, souvent même, on met des années, voire des générations à en récolter les fruits. Et c'est vrai qu'en ces temps de crise où il faut des résultats tout de suite et pouvoir mettre des chiffres à des actions, c'est plus compliqué. Mais de toute manière, il est certain qu'il faut absolument revenir à l'essentiel, la prévention primaire de nos jeunes. La prévention primaire des jeunes, c'est justement le fer de lance de l'association Assalé, qui s'occupe des patients à pathologie cardiovasculaire. L'éducation thérapeutique gratuite à un coût. L'an passé, ils ont obtenu 5 millions d'aides du pays, qui leur a permis d'embaucher une infirmière. Il faudrait que ces fonds soient pérennes sur plusieurs années pour qu'on puisse mener des actions qui soient profitables au fil du temps. L'éducation, ça ne se décrète pas, le changement non plus, ça se prépare. Et le temps que ça se mette en place et qu'on obtienne des résultats, il faut plusieurs années. Outre la réforme de la PSG, quel que soit le parti qui siégera à l'Assemblée, les professionnels s'accordent à dire qu'il faut repenser la politique de santé du pays dans sa globalité. Bonsoir Nari Tuanainei, bienvenue. Vous êtes maire de Rapa et 3e sur la liste des Australes pour le Tapura Huiratira. Dans le programme du Tapura, il est question de réorganiser les évacuations sanitaires pour améliorer l'accès aux soins. Quelles sont vos attentes aux Australes? Alors, les attentes aux Australes, au niveau des évacuations sanitaires urgentes,
il n'y a pas énormément de problèmes puisque la prise en charge des évacuations sanitaires sur Rapa est résolue depuis l'année 2001. En 2001, j'ai pris une convention avec le pays, la CPS, la santé et l'armée, de manière à ce que les évacuations sanitaires puissent se faire par hélicoptère. Donc ça marche depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. Alors ce qui réclame les femmes des Australes, certaines femmes demandent la prise en charge de manière à pouvoir accoucher. C'est aussi, je crois, l'une des volontés du Tapura également. Effectivement, c'est dans le programme du Tapura cette possibilité, c'est-à-dire améliorer la prise en charge des patients et voir la possibilité d'accoucher dans nos îles, peut-être assisté par la télémédecine, si on arrive à améliorer également l'Internet. L'Internet, et oui, parce que les valises de télémédecine comme Tuamotu, vous pourrez l'envisager seulement si le câble se déploie. Pour l'instant, vous souffrez de ce manque de connexion. Il y a 2 îles qui vont être connectées par câble. Je parle de Tubuai et de Rurutu. Donc la télémédecine sur ces 2 îles-là pourra être possible. Et nous allons demander à ce que les canaux qui ont été libérés, les canaux satellitaires qui ont été libérés, affectés aux 3 autres îles des Australes de manière à améliorer la connexion Internet. Alors, autre grande attente aux Australes, la desserte maritime. À Rapa, il n'y a pas d'aéroport. Est-ce que vous voulez plus de bateaux du coup? Oui, nous avons, il y a quelque temps, soutenu le projet du Tuapa sur l'acquisition d'un nouveau bateau qui peut transporter 200 passagers. Et également, nous soutenons également un deuxième projet de la société Aranui, d'un nouveau bateau également qui va être mis sur la ligne des Australes, ce qui va nous permettre d'avoir une capacité énorme en transport de passagers. À quelle échéance? C'est pour tout de suite? C'est prévu en 2025. Les 2 bateaux vont arriver en même temps en 2025. Ça va changer la vie des habitants de Rapa? J'ai demandé par rapport au tourisme d'attendre la décision de la population pour réduire le nombre de fréquentations sur l'île de Rapa. Sinon, ça va venir bousculer la vie tranquille qu'on mène là-bas. Peut-être que dans le temps, on pourra augmenter et arriver à une vitesse de croisière. Dans votre liste, on retrouve 3 tavanas sur 5, les maires de Rapa, Rurutu et Rimatara. Pour Tubuai, c'est l'épouse du maire qui est sur la liste. C'est une première aux Australes, pratiquement tous les maires sur la liste. Effectivement, c'est une première dans l'histoire des Australes d'aligner autant de maires sur une seule liste. Après la réussite de notre festival qui s'est déroulé l'année dernière à Tubuai, nous avons voulu garder cette unité. Évidemment, il manque un maire, le maire de Reivava. Bruno Flores, mais néanmoins, qui est à Vini. Exactement, mais néanmoins, la semaine prochaine, nous allons lancer la procédure pour la mise en place d'une communauté de communes. Et bien évidemment, nous demandons aux collègues de Reivava et le conseil municipal de nous rejoindre dans la communauté de communes de manière à travailler tous ensemble pour le bien de l'archipel. Pour le bien de l'archipel, en 10 secondes, ce serait quoi le premier projet avec la communauté de communes? La communauté de communes, nous allons lancer la préparation donc, de l'arrivée de ces 2 bateaux. Et dans le cadre de l'arrivée de ces 2 bateaux, nous allons également lancer un appel auprès des jeunes pour se préparer, pour occuper les postes parmi l'équipage de ces 2 bateaux. Merci beaucoup, Nathalie Tuanei, d'avoir été avec nous ce soir. Faut-il parier sur les réseaux sociaux pour faire campagne? Les partis politiques qui se lancent dans la course au territorial ont parfois du mal à trouver un écho sur les médias traditionnels. Ils misent donc sur Internet pour approcher l'électorat, notamment les plus jeunes. En se déployant en ligne, ils cherchent aussi à mobiliser leurs militants et structurer leurs équipes. Ayata Tarahu et Patita Savea. Ils sont jeunes et les réseaux sociaux sont des outils qu'ils maîtrisent presque à la perfection. Bonjour à tous, vous êtes plus de 10 000 personnes à nous suivre aujourd'hui sur les réseaux TikTok, Facebook et Instagram.
Partager leurs valeurs, leurs programmes et surtout séduire les followers, c'est le but de cette communication 3.0. Pour ce nouveau parti avec un budget restreint, Internet est l'un des meilleurs moyens de faire parler de lui. Nous profitons de l'aura que peuvent avoir les réseaux sociaux pour nous faire connaître au niveau de la jeunesse, au niveau des personnes qui n'ont pas forcément la disponibilité pour venir nous écouter ou qui ne sont pas là quand on fait des campagnes de proximité. Donc c'est vraiment pour nous un moyen de toucher tout le monde à tout moment. TikTok et Facebook, des armes de guerre, mais avec des supports professionnels. Ici, les photos de candidats sont réalisées par des prestataires, des photographies retravaillées ensuite par l'équipe de campagne. Au travers des réseaux sociaux, l'idée est de faire passer notre programme, les mesures que nous avons pour changer la politique, changer l'économie et pouvoir justement dire aux gens que c'est à eux de décider aux prochaines élections quel va être le destin de la Polynésie pour les 5 prochaines années. Donc c'est ça l'axe, c'est le programme et aussi mettre en valeur les candidats qui vont incarner ce programme. Et si dans le jargon, le contenu est roi, pas question toutefois d'en poster de mauvaise qualité. Chaque jour, la production est rythmée, vidéo, émissions web radio, édito. 12 personnes œuvrent pour vendre le parti. Chaque publication compte et c'est une information qui arrive directement chez l'habitant, chez l'internaute. Il a son téléphone sur lui et il suit l'actualité. Pour nous, c'est partager l'information au maximum. Selon un sondage Médiamétrie, 91% des Polynésiens qui ont accès à Internet sont présents sur les réseaux sociaux. Parmi eux, des abstentionnistes certainement. 46% des électeurs de Polynésie ne se sont pas exprimés au second tour des législatives. Et on continue de parler des Australes avec notre deuxième invité. Je vous propose de rejoindre Bella Hawata à Tupuai. Bonsoir, vous menez la liste de Yaoratinun'a aux Australes. On vient de le voir, les réseaux sociaux sont importants dans cette campagne, mais aux Australes, la connexion est difficile. Est-ce que ça joue? Est-ce que vous faites du coup davantage de terrain? Oui, bonsoir. Bonsoir Polynésie Première. Voilà, nous faisons beaucoup de terrain. Parce qu'on a des problèmes de connexion et tout ça avec notre Wi-Fi, l'Ethernet et tout ça. Donc, aux Australes, on est obligé de faire le terrain. Réduire la fracture numérique, cela fait partie de vos préoccupations au Yaoratinun'a? Oui, nous avons pensé à réduire la fracture numérique. C'est la préoccupation de Yaoratinun'a. Parce que nous avons ciblé notre liste sur les jeunes. Nous avons mis en place un conseil de jeunes présidé par des jeunes VI. Oui, votre parti mise beaucoup sur la jeunesse. Vous dites dans votre profession de foi que vous avez entendu l'appel au changement. Que voulez-vous proposer de nouveau? Que nous allons proposer, de ce que nous avons pensé, c'est que au lieu de travailler, je suis enseignante aux îles Australes à la retraite maintenant, et puis nous avons vu qu'il y a des élèves qui sont arrivés à rentrer dans la vie professionnelle, mais il y en a d'autres qui n'ont pas réussi, quoi. Hein. Donc nous, c'est de travailler à proximité avec ces jeunes-là qui n'ont pas eu la chance d'aller juste devant, quoi. Vous avez intégré des jeunes dans votre liste aux Australes? Oui, nous avons intégré une jeune dans notre liste qui est en ce moment en préparation pour avoir sa licence de Rio. Elle a 19 ans. Vous êtes, vous le disiez, une enseignante à la retraite. Est-ce qu'en termes d'éducation, vous êtes satisfaite par ce qui se fait actuellement aux Australes? Satisfaite de ce qui se passe actuellement aux Australes, oui. Mais il faut encore pousser en avant. Votre cheval de bataille, comme la majorité des listes qui se présentent, c'est la vie chère. Que proposez-vous pour lutter contre l'inflation? Pour la cherté de la vie, nous proposons de supprimer la taxe sociale qui asphyxie nos familles. Par exemple, là actuellement, ici sur Tupuai, un paquet de sucre rose coûte au moins 600 francs. Donc c'est trop cher pour nous
ces jeunes-là qui n'ont pas de revenus par mois, qui ne travaillent pas, donc ils ont des problèmes à subvenir à leurs besoins. Dans votre programme, vous proposez de mieux partager le travail et les richesses. Ça passe par quoi concrètement? Mieux partager le travail et les richesses. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai une plantation de pandanus que j'avais pensé aider les jeunes. Je reçois des stagiaires à la maison pour pouvoir leur apprendre à s'occuper de cette matière première, à utiliser cette matière première pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, je leur enseigne à travailler avec de la coupe jusqu'à l'achat, la vente de ce produit. Donc, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'artisanat. De plus en plus de femmes, de lycées qui demandent, des groupes de danse qui demandent des rouleaux de pandanus parce qu'ils en ont besoin. Donc, nos jeunes, il faut les envoyer vers cette embouchure, quoi. Hein. Merci beaucoup, Bella Hawata, de nous avoir accordé quelques minutes. Je rappelle que vous étiez en direct de Tupuai, aux Australes. Merci encore. Demain matin, ne manquez pas votre premier rendez-vous politique de la journée. On parlera des îles sous le vent dans l'invité café. Ibrahim Ahmed Aziz recevra Vaihere Tetua pour le Amuit Heir Autenun Ama Ohi et Sylviane Teroatea pour Ahereya Purinetia. À 8h, Michel Tewira de Heyoura Les Verts présentera également ses idées politiques. Ainsi se referme notre page consacrée au territorial. Les élèves de 6e du collège de Huapou ont visité l'Aranui 5, l'occasion de mieux comprendre le fonctionnement d'un bateau de croisière. Le navire transporte 300 passagers, membres d'équipage compris. Le capitaine a présenté le fonctionnement du bateau et répondu aux questions des élèves, relatives notamment à la gestion de l'eau. La passerelle, la salle de conférence ou la salle de restauration n'ont plus de secret pour eux. Les explications d'Arnaud Pichard à Lionel Teha Amoana. Comme notre croisière dure 12 jours, on n'a pas la capacité de stockage pour 12 jours d'eau. Donc on va commencer à produire de l'eau, arriver aux Marquises ou même la journée en mer pour monter aux Marquises. On va produire de l'eau avec nos osmoseurs. La jeunesse encore fascinée par le milieu marin. 6 élèves du collège Henri Hiro se sont initiés au rudiment de la plongée à Punaouia, une initiative de l'association Tamar Inote Moana. L'occasion pour 2 jeunes plongeuses professionnelles récemment diplômées de leur présenter un métier passionnant. Caroline Fari, Patrick Tinsing. Le diplôme de plongée professionnelle vous donne la capacité à faire des travaux sous-marins. Jessica et Meherio, toutes 2 plongeuses professionnelles, vantent les mérites d'un métier passionnant à ses élèves de 3e, prêts à découvrir un milieu peu familier. J'ai beaucoup de sensations, j'ai un peu peur, parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais voir en dessous l'eau. Un peu de stress, hein, et très excitée aussi de plonger. C'est la première fois? Oui, c'est la première fois. Et le métier en lui-même qu'on vous a présenté, ça t'intéresserait? Ça fait un peu peur, hein, mais oui, peut-être. Pas un métier, mais plutôt un loisir. Qu'est-ce que ça te fait quand tu es sous l'eau? Perso, ça me fait du bien. Une sensation de bien-être qui a poussé Jessica à faire de sa passion son métier. Récemment diplômée, elle est aujourd'hui plongeuse scientifique. Déjà de leur faire découvrir la plongée, mais aussi leur faire découvrir qu'est-ce qu'on peut faire en tant que plongeur professionnel. Parce qu'il n'y a pas que les constructions sous-marines, il y a aussi le côté scientifique audiovisuel. Et du coup, on leur a vraiment expliqué qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ce diplôme. Avec sa collègue Meherio, elle suit attentivement le briefing du départ. Qui a déjà respiré dans un tube? Nous les retrouvons ensuite chez Jessica, où elles nous présentent leur profession. Entre chantiers sous-marins et projets scientifiques, les possibilités sont nombreuses pour ces jeunes femmes de 26 ans. C'est vrai qu'au départ, j'ai fait la formation de plongeuse professionnelle principalement pour l'aspect scientifique, pour pouvoir faire des travaux scientifiques sous-marins. Mais en faisant la formation, je me suis beaucoup intéressée. Ça m'avait vraiment énormément plu de faire des chantiers BTP, déplacement de corps morts, ça m'avait énormément plu. L'initiative de Tamar Inote Moana de faire découvrir la plongée à des jeunes filles, comme on a vu ce matin, c'est vraiment super intéressant parce que
Moi, à cet âge-là, je ne savais pas qu'en tant que femme, on pouvait être plongeuse professionnelle, faire des chantiers, etc. Donc c'est vraiment super bien de sensibiliser très jeune aux métiers qui sont possibles autour de la plongée. Le diplôme de plongée professionnelle délivré par le CEFI est valable localement, mais nécessite une équivalence à l'échelle internationale, une formation valorisante pour évoluer en toute sécurité sur les nombreuses constructions liées à la mer. La communauté catholique est en deuil. Donald Chavez, ancien diacre de l'archidiocèse de Papeete, est décédé à l'âge de 79 ans. C'était également un ancien cadre de l'OPT. Une messe sera célébrée dimanche après-midi à Mariano Terrao, puis lundi à la cathédrale de Papeete. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. Les cortèges ont fait le plein dans de très nombreuses villes de France en réaction à l'interview du président Macron sur la réforme des retraites. À Tahiti, plus de 400 manifestants se sont retrouvés sur un sit-in devant le Haut-Commissariat ce matin dans le secteur. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.